se sont connectés de participer à ce webinaire donc organisé par France Agrimaire dans le cadre, de la semaine de l'agriculture française. Et vraiment merci pour votre participation en nombre, qui témoigne vraiment de l'intérêt des filières agricoles et agroalimentaires, et des journalistes, pour l'étude qui va être présentée cet après-midi par le service en charge des analyses transversales et multifilières de France Agrimaire, notamment sur la consommation. Donc, avant de céder la parole à nos 2 intervenants, Patrick Aigrin, qui est donc chef du service analyse transversale et multifilière de France Agrimaire, et à Grazina Marcinkowska, chargée d'études consommation, je voulais quand même vous donner quelques consignes pratiques pour le bon déroulement, du webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions éventuelles par écrit dans l'espace questions-réponses QR que vous allez trouver en bas de vos écrans normalement, Q et R, questions-réponses. En principe, donc visible par tout le monde, et nos intervenants répondront à la fin de leur présentation dans la mesure du temps, qu'il est imparti à l'ensemble de vos questions. Alors, on ne pourra peut-être pas toutes les traiter, en fonction donc, du timing, puisque nous sommes, normalement, nous avons prévu ce webinaire normalement jusqu'à 16 heures, hein, et compte tenu du nombre de participants, qui nous ont déjà rejoints. Heu et pour les mêmes raisons d'ailleurs, vos micros vont rester éteints pendant toute la durée du webinaire. Donc on ne pourra prendre en compte en fait que les questions, qui seront posées par écrit dans cet espace QR, hein, et donc n'hésitez pas surtout à bien les préciser pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Enfin, la dernière précision, que je voulais vous donner, c'est que nous allons dans la foulée, de ce webinaire, mettre en ligne l'étude qui va vous être dévoilée cet après-midi, ainsi qu'une synthèse qui vous permettra de retrouver l'essentiel sur notre site internet, le site internet de France Agrimaire. Vous serez avertis par un petit mail, de la mise en ligne de ces documents, et donc voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble, de l'étude, un petit peu plus tard. Et donc, bah, sans plus tarder, je vais, céder la parole à Patrick Aigrin, donc qui est le chef du service, études transversales et multifilières de France Agrimaire, qui va nous resituer un petit peu le contexte de l'étude et ses objectifs. Et ensuite, Grazina Marcinkowska interviendra pour vous présenter en détail les résultats et les enseignements de cette enquête à grande échelle qui a été réalisée par l'IFOP pour le compte de France Agrimaire auprès de 15 000 Français. Voilà, donc Patrick, c'est à toi si tu veux bien. Merci bien Virginie. Bonjour à tous et merci de vous intéresser aux travaux menés par France Agrimaire. Globalement, je vais, moi, très rapidement introduire le sujet et la présentation des résultats de l'étude sera faite par Grazina qui reprendra la parole tout de suite après moi. Donc, je vais essayer de vous expliquer le contexte et les objectifs de l'étude. Donc, comme ça a été dit, c'est une étude qui va traiter des problématiques de quantification des végétariens et des flexitariens en France en 2020. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une telle étude? Bon, ce n'est pas une surprise pour vous, le végétarisme, c'est un phénomène déjà ancien, mais indiscutablement qui gagne en visibilité et en complexité également, puisque voilà, il y a des gens qui mangent du poisson sans manger de la viande. Enfin, il y a plusieurs catégories et de plus en plus, les gens définissent eux-mêmes leur régime alimentaire. On va y revenir. En plus de ça, on observe bien évidemment dans les magasins, même dans les grandes et moyennes surfaces, des offres qui sont adaptées à ces nouveaux modes de consommation. Je parle bien sûr des steaks de soja, des galettes végétales, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sur le sujet, adapté à des consommations sans viande. Et puis, c'est un phénomène qui crée des polémiques et qui pointe l'impact de notre consommation en termes environnemental ou en termes de santé. Donc voilà, donc c'est un enjeu de discussion tout à fait important. Et donc, il est essentiel d'éclairer ce sujet. Alors, on va continuer. On va d'abord tenter de confirmer, d'approfondir les enseignements d'une enquête qu'on avait menée, une enquête exploratoire qu'on avait menée en 2018 avec l'aide du CREDOC,
qui était une enquête qui n'était pas centrée exclusivement sur la France, et mais qui était concentrée sur un nombre d'individus relativement faible, 1000 enquêtés en France, mais également 800 enquêtés en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni. Ceci nous avait permis de positionner la France en situation, je dirais, intermédiaire en Europe par rapport à l'importance de ces phénomènes de végétarisme et de flexitarisme. Mais globalement, nous avions trop peu d'enquêtés, avec 1000 personnes, pour analyser qui étaient les gens qui avaient déclaré supprimer la viande de leur alimentation. D'accord? Donc, il était vraiment nécessaire qu'on augmente fortement la taille de notre échantillon pour pouvoir décrire ces personnes. Donc, globalement, notre enjeu, c'est principalement d'éclairer les questions qui sont présentées là, que je vais reprendre très rapidement. Mais vous comprenez bien que pour un objectif, pour un organisme comme France Agrimaire, l'intérêt, c'est d'essayer de mettre dans le débat public des données chiffrées, transparentes, fiables, sachant que ensuite toutes les opinions peuvent s'exprimer, mais qu'on estime que notre rôle de tiers de confiance, c'est d'éclairer le débat à travers des données les plus fiables possibles. Et là, en l'occurrence, pour décrire combien il y a de végétariens en France et de flexitariens, qui ils sont, les raisons pour lesquelles ils ont adopté ce régime, quelles difficultés ils rencontrent dans le respect de ce régime, et qu'est-ce qu'ils consomment exactement, et qui ils sont, donc finalement, eh bien, nous avions besoin d'un gros échantillon, et ce gros échantillon, nous avons demandé à l'IFOP de l'enquêter. C'est un échantillon de 15 000 personnes, et c'est Grazina qui va vous présenter les résultats de cette approche. Merci et bonne présentation. Bonjour à tous, merci Patrick. Pour répondre en effet à ces questions que vous voyez à la slide précédente, IFOP, l'Institut IFOP, qu'on remercie d'ailleurs pour la réalisation de cette enquête et pour tout l'accompagnement tout au long de l'étude, nous a proposé un questionnaire complet. Avant vraiment de commencer la présentation, ce que j'aimerais bien vous demander, parce que j'ai vu défiler en fait des mains levées, n'hésitez pas à poser des questions dans la mesure du possible, plutôt à l'écrit, comme ça on pourra plus facilement les prendre en compte que via les mains levées. C'est vu du nombre de personnes, on en a malheureusement besoin de plutôt procéder à l'écrit qu'à l'oral. Donc, pour revenir, voilà, des questionnaires complets qui, bien sûr, nous permettent de collecter des informations sur le profil du répondant, mais aussi sur leurs pratiques alimentaires des différents produits. Des questions sur les régimes alimentaires adoptés, sur lesquels avec une liste des régimes sur lesquels ils devaient se positionner pour les régimes actuels, anciens, éventuellement ou éventuellement le futur. La compréhension des raisons d'adoption d'un régime, leur vécu un peu, mais aussi IFOP a décidé d'élargir aussi le questionnaire via des questions sur les questions d'opinion, des habitudes alimentaires et style de vie sur la consommation de viande pour l'ensemble des Français. Ces questions ont été posées sur les nouveaux produits végétaux, mais aussi sur les questions de style de vie plus général. C'est-à-dire, on n'était pas que concentré sur la viande et sur le protéine animale. Mais le cœur du sujet, c'était le positionnement sur une échelle qu'on leur a présentée avec des définitions qu'on leur a demandé de lire. C'est une approche peut-être pas toujours classique. On n'a pas posé les questions de manière abrupte, mais on a vraiment présenté des définitions parce qu'on a utilisé des termes que les Français n'auraient pas forcément utilisés de manière spontanée, sans doute pour se décrire. Donc, c'est une échelle allant des positions omnivores, c'est-à-dire ceux qui consomment indifféremment des aliments d'origine animale ou végétale, qui mangent de tout, jusqu'à vegan, végétalien, ceux qui ne mangent aucun produit d'origine animale, ni viande, ni poisson, ni les œufs, ni les produits laitiers, ni miel. Et entre ces deux extrêmes, on avait les flexitariens, ceux qui diminuent volontairement leur consommation de viande sans être exclusivement végétariens. Le pescétarien, c'est ceux qui ne consomment qui ne consomment pas de viande, mais qui consomment du poisson et les autres produits de la mer.
Le végétarien, eux, ne consomme ni viande ni poisson. Donc, une échelle en 5 points. Ces questionnaires a été administré online en octobre 2020. Grosso modo, le terrain a duré 5 semaines. La dernière semaine a coïncidé avec le début du second confinement. On a essayé, bien sûr, dans la mesure du possible, de passer entre les deux. Vous savez, l'année 2020 était une année atypique et notamment les périodes de confinement sont des périodes de consommation en termes de comportement très, très particuliers. Donc, on a essayé de les éviter le plus possible. Mais on a eu, bien sûr, un tout petit peu de mal à la fin, puisqu'en effet, on avait besoin de 5 semaines pour administrer un échantillon de telle taille. 15 000 personnes âgées de 15 ans à 70 ans, représentatives de la population française. La représentativité a été assurée par les quotas classiques: sexe, âge, région, taille d'agglomération et les catégories socio-professionnelles. Et ces quotas classiques ont été complétés par un suivi de la bonne répartition de sexe par tranche d'âge, du diplôme en 3 tranches et de la présence d'enfants de moins de 15 ans au foyer, parce qu'on savait de la littérature existante que ces variables pouvaient être contributives au choix ou à l'adoption d'un régime plutôt qu'un autre. Avant même de vous montrer les résultats de cette échelle à laquelle j'ai attiré votre attention, j'aimerais bien quand même rappeler les choses et les restituer dans le contexte. Dans le contexte qui est que le rapport à l'alimentation des Français est en train d'évoluer vers une alimentation un peu plus responsable ou plus réfléchie en tout cas, en moins dans les déclaratifs. 82% des Français nous déclarent qu'ils essayent de consommer moins mais mieux. 84% nous disent qu'ils sont attentifs à l'impact de ce qu'ils mangent sur leur santé. 78% déclarent privilégier les produits locaux ou plus rémunérateurs pour le producteur. Et 62% nous disent qu'ils changent ou qu'ils ont déjà changé leurs habitudes de vie ou de consommation à cause du changement climatique. Et le rapport à la viande évolue aussi, même si l'attachement à la viande est toujours marqué. Justement, 89% des Français déclarent aimer le goût de la viande. 90% pensent qu'on peut manger de la viande et respecter le bien-être animal. 79% considèrent que manger de la viande est nécessaire pour être en bonne santé. 63%, ils pensent même qu'un repas avec de la viande est plus convivial que sans viande. Cependant, certaines remises en question se font sentir. 68% des Français sont d'accord avec l'idée qu'en France, on consomme trop de viande. 60% nous disent que le poisson est plus sain que la viande. 56% pensent que la production de viande a un impact négatif sur l'environnement. Et les positions qu'on pourrait qualifier de sceptiques deviennent moins fortes. 45% seulement déclarent que les débats autour du bien-être animal sont exagérés et 49% pensent que le végétarisme ou le véganisme sont une mode qui passera. Malgré ces remises en question, quand on leur demande de se positionner sur cette échelle allant des omnivores jusqu'aux véganes, après avoir lu les définitions, seulement 2,2% des Français se déclarent dans un régime sans viande, c'est-à-dire pescétarien, végétarien ou végétalien végan. Donc, ces régimes sans viande restent encore marginaux dans la population française. 24% des Français se déclarent flexitariens, c'est-à-dire ils déclarent diminuer volontairement leur consommation de viande. Et les 3/4 restants se déclarent omnivores, c'est-à-dire consommer indifféremment des aliments d'origine animale ou végétale, de manger de tout. Et cette répartition, avant que je continue, parce que je pense que c'est un point quand même intéressant, même si ça reste de la forme, les couleurs choisies n'impliquent aucun jugement de valeur, c'est plutôt une association un peu classique de régimes végétaux avec la couleur verte et la couleur rouge avec les régimes plus carnivores. Et le flexitarien jaune, il se trouvant un peu entre les deux dans cette palette de couleurs. Pour revenir
aux chiffres, cette répartition que vous voyez dans la première colonne des régimes déclarés sur cette échelle, on a pu, grâce au questionnaire complet de l'IFOP, le comparer au régime déduit des pratiques alimentaires détaillées et déclarées. Et comme vous le voyez, cette répartition est assez similaire puisque un peu moins de 2% des personnes nous déclarent un régime qui serait un régime sans viande. 21% auraient un régime qu'on pourrait assimiler au flexitarien, c'est-à-dire ils nous déclarent limiter leur consommation de viande et volaille en général et ils nous déclarent consommer moins d'une fois par jour de la viande, de la volaille et de la charcuterie. Les 77% restants ayant un régime qu'on pourrait qualifier d'omnivore. Donc, les répartitions similaires, mais quand on essaie de croiser ces deux populations, on se rend compte qu'elles ne se recoupent pas totalement, puisque sur ces 74% des Français qui se déclarent omnivores, 8% ont des pratiques qu'on pourrait qualifier de flexitariennes, c'est-à-dire ils déclarent sans se considérer flexitariens, ils nous déclarent quand même limiter leur consommation de viande et déclarent en consommer moins d'une fois par jour. Et de la même manière, chez les flexitariens, sur les 24% qu'ils représentent dans la population globale, 13% ont des pratiques conformes aux déclaratifs et 11%, ils ont des incohérences. Ces incohérences peuvent être très diverses. Ça peut être tout simplement, ils peuvent tout simplement ne pas déclarer limiter leur consommation de viande parce qu'en fait, leur réduction est tellement récente, tellement ancienne qu'ils en fait, ils ne sont plus dans la dynamique de réduction. Ils sont tout simplement, tout simplement des faibles consommateurs de viande. À l'inverse, il y en a qui se considèrent être dans la logique des limitations ou de la réduction, mais qui en consomment encore tous les jours. Et de manière générale, que ce soit chez les flexitariens ou dans les régimes sans viande, on a ce qu'on avait remarqué avec IFOP, c'est que les personnes qui ont des incohérences ont souvent des motivations un peu plus individuelles et moins éthiques, comme si en fait c'était tout simplement peut-être plus acceptable de faire des entorses au régime, à leur régime, quand ce sont des motivations un peu plus individuelles, un peu moins philosophiques. Et justement, quand on regarde, quand on centre sur les régimes sans viande, c'est-à-dire tous ceux qui se sont mis sous l'échelle, soit dans les positions végétariennes, véganes ou pescetariennes, 45% d'entre eux nous disent de faire, ne serait-ce que de temps en temps, des écarts en consommant des produits exclus de leur régime. Pour la plupart, c'est-à-dire 28% sur ces 45, déclarent le faire très rarement. Mais ils sont quand même conscients ces écarts ou ces incohérences. C'est donc les motivations individuelles, mais aussi la récence dans les régimes qui peut jouer, parce que plus on est récent dans les régimes, plus on fait des écarts. Comme, ce qui suggère qu'il y ait un processus en fait d'apprentissage en fait qui permet en fait d'adapter ces pratiques alimentaires vers le régime cible, on peut dire, ou vers aller pour qu'il soit conforme à la définition. Là, ici, sur cette slide-là, vous avez beaucoup de chiffres, ne vous inquiétez pas, parce que je vais juste pointer 2-3 choses. Nous avons posé la question pour la viande et volaille en général sur la consommation, fréquence et tout ça, mais on les a interrogés aussi sur la consommation de différents types de viande et aussi de différents types de protéines animales. Et ce qu'on remarque en effet, c'est que il peut y avoir dans les éventuelles incohérences qu'on avait vues tout à l'heure aussi la limitation sélective, c'est-à-dire limitation de certains types de viandes plutôt que la viande et volaille en général. Puisqu'en effet, la part des personnes qui limitent la viande et la volaille en général est plus faible que celle qui limite certains types de viande. Notamment la viande de bœuf, vous voyez ici, c'est la viande la plus limitée par les flexitariens. La charcuterie, elle va être la plus limitée par les omnivores, même si la viande de bœuf est aussi c'est un peu la deuxième viande juste après, en effet, après la charcuterie. La volaille, elle,
ce sera la viande la limitée par le moindre, la moindre partie de nos cibles. Et ce qu'on remarquera par ailleurs, grâce en effet des questions sur les autres de protéines, c'est qu'il n'y a pas forcément ou pas systématiquement de processus de compensation. Quand on mange moins de viande, on mange plus de poissons ou des œufs, plus d'œufs ou plus de produits laitiers. Pas forcément, parce que certaines personnes limitent non seulement la viande, mais aussi le poisson et les autres produits d'origine animale. Tout ça, du coup, ça nous amène à finalement à nuancer cette répartition en 3 omnivores, flexitariens, régime sans viande, puisque déjà, au sein des omnivores, on pourrait ou on devrait distinguer ces omnivores, c'est 8% de la population totale qui, tout en se déclarant omnivores, déclarent limiter la viande et en consommer moins d'1 fois par jour. On les appellera par la suite flexitariens non étiquetés, puisqu'ils ont refusé l'étiquette, mais ils ont des comportements qui correspondraient. Et on pourrait même y distinguer aussi 5%, toujours dans cette population omnivore, 5% de la population qui déclare limiter la consommation de viande, mais on consomme encore tous les jours. Et de la même manière, chez les flexitariens, on peut, selon la fréquence de consommation, distinguer ceux qui consomment tous les jours, c'est 7% sur le total de 24, 12%, donc la moitié, on consomme plusieurs fois par semaine, et 5%, on peut dire seulement 5% de la population globale qui se dit flexitarienne, et sont des consommateurs occasionnels. Occasionnels, c'est-à-dire les on consomme 1 fois par semaine ou moins souvent. Donc, au final, vous voyez, plutôt qu'une division simple en 3, on peut avoir vraiment une répartition, une échelle bien plus nuancée, bien plus diversifiée de la population et pas forcément une échelle linéaire. Par la suite de la présentation, pour des raisons de synthèse, on va se concentrer sur 3-4 cibles principales. Néanmoins, si vous voulez justement aller vers plus de détails, dans le rapport complet préparé par l'Institut IFOP, il y a vraiment beaucoup de détails et sur les différentes cibles qu'on peut voir, que ce soit au sein des régimes sans viande ou chez les flexitariens notamment. Donc voilà, nous par contre, pour la suite de l'analyse, on va se concentrer sur les régimes sans viande, pescétarien, végétarien et vegan réunis, flexitarien au global, flexitarien non étiqueté, c'est-à-dire cette population orange, et parfois encore, on va avoir aussi, par comparaison, les omnivores au global. Justement, quand on y va, quand on analyse et quand on essaie de les décrire, leur profil sociodémographique, on a ces 4 cibles, sans viande, flexitarien non étiqueté et omnivore. Ce qu'on remarque dans le profil sociodémographique, c'est que les régimes sans viande et les flexitariens ont un profil résolument féminin, urbain et diplômé. Les omnivores étant majoritairement des hommes, surreprésentés parmi les habitants de petites villes ou des zones rurales et avec un diplôme inférieur au bac. Ils sont souvent d'ailleurs dans les catégories socioprofessionnelles ouvrières. La composition de foyer joue un rôle important aussi, puisque la majorité des personnes se déclarant dans un régime sans viande sont célibataires, alors que les omnivores, près de 2 tiers, se déclarent en couple. De la même manière, la présence d'enfants de moins de 15 ans est la plus élevée chez les omnivores et la plus faible, soit chez les flexitariens non étiquetés ou dans les régimes sans viande. En effet, sans doute, adopter un régime restrictif est sans doute plus difficile quand il faut concilier ces pratiques alimentaires avec des goûts et des besoins d'autres membres du foyer. L'âge est une autre variable assez intéressante à analyser, puisque, bon, sans surprise, les régimes végétariens, pescétariens et végans, ils vont avoir un profil plus jeune que la moyenne. Mais d'une manière un peu plus surprenante, les omnivores ne sont pas les plus âgés. C'est plutôt les omnivores qui réduisent leur consommation de viande,
c'est-à-dire les flexitariens non étiquetés ou les flexitariens tout court, qui sont les plus âgés. Donc, le fait que le terme flexitarien est jeune ne veut pas forcément dire que le public est jeune aussi. C'est plutôt sur la récence de l'adoption où ça se joue, on peut dire. Puisque quand on leur a posé la question de à quand ça remonte leur adoption de leur régime, ce qu'on voit, c'est que les régimes sans viande ont une ancienneté moyenne plus élevée, la plus élevée. 57% d'entre eux l'ont adopté il y a 5 ans ou plus, alors que chez les flexitariens, 58% l'ont adopté depuis moins de 5 ans et 57% des omnivores qui limitent leur consommation de viande ont commencé ce processus il y a 2 ans ou moins. Et ils les ont commencé à l'âge en effet plus avancé, puisque 44% d'entre eux, ça c'est les graphiques du bas, orange, ils l'ont adopté, 44%, ils l'ont adopté passé leurs 50 ans. Chez les flexitariens, l'âge d'adoption, il est un peu plus diversifié. Et dans les régimes sans viande, là, 46% l'ont adopté avant leurs 25 ans. Donc, le régime plutôt adopté jeune. Ces profils sociodémographiques, on pourrait les compléter par le profil consommateur, puisqu'on leur a posé un certain nombre de questions sur leurs habitudes alimentaires et sur le style de vie. Et ce qu'on voit, c'est que les omnivores pardon. Donc, les omnivores, ils ont un profil de bons vivants qui cherchent le plaisir dans l'alimentation et qui sont très attachés à la viande. Ils aiment la viande, ils la trouvent nécessaire pour la santé, ils estiment que la viande est un signe de convivialité. Ils sont beaucoup moins intéressés par les questions animales ou environnementales. Alors que le flexitarien non étiqueté, eux, ils vont être plus dans un processus vers la déconsommation. Ils vont chercher à consommer moins mais mieux, favoriser les achats responsables et ils vont être très attentifs à l'impact de leur alimentation sur leur santé. Ça, c'est un trait qui va être commun entre eux et les flexitariens et les régimes sans viande. Ce qui va les distinguer, par contre, c'est plutôt leur positionnement sur le bien-être animal. Là, ils vont être beaucoup plus proches des omnivores. Les flexitariens, eux, du coup, ils vont être plus critiques sur la consommation et sur la production de viande. Ils considèrent que les Français mangent trop de viande, que la production de viande est néfaste pour l'environnement. Ils sont soucieux du bien-être animal. Et au-delà même des questions relatives aux protéines animales, ils vont être aussi dans une sorte de détachement ou de défiance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Ils vont plutôt éviter les produits transformés et s'orienter vers les labels. Les régimes sans viande, eux, ils vont, comme les autres, être attentifs à ce qu'ils consomment, attentifs vis-à-vis de leur impact environnemental, mais ils vont avoir une posture un peu plus militante. Plus engagés. Ils seront engagés dans les associations, mais ils vont être un peu plus militants aussi dans leur consommation. Ils vont plus souvent que les autres boycotter les produits animaux, plus souvent que les autres inciter leur entourage à changer leur alimentation, tout ça dans un sentiment de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Ils vont être aussi défenseurs de la cause animale, puisqu'en effet, quand on regarde, quand on leur pose la question, quelles sont les motivations qui les ont poussés à adopter le régime végétarien, pescétarien ou vegan, les régimes sans viande, ils citent avant tout des questions relatives à la cause et au bien-être animal. À cause des conditions d'élevage, d'abattage, cette option a été cochée par 68%, donc plus de 2/3 des personnes qui se déclarent dans un régime sans viande, et 63% citent une autre possibilité un peu différente quand même. Ils nous disent « je l'ai fait parce que je trouve qu'il est cruel d'élever des animaux pour les tuer ». Et 32% d'ailleurs, vous le voyez ici avec une petite flèche blanche, 32%, donc un tiers d'entre eux la citent en tant que motivation principale. D'ailleurs, en fait, cette opposition un peu par principe de consommer les animaux va de pair pour certains d'entre eux
pour une bonne partie d'entre eux, avec le dégoût pour la viande, 43% le citent parmi les motivations. C'est vraiment un trait distinctif de cette cible. Ce qui est d'ailleurs normal, les flexitariens et les flexitariens non étiquetés, ils sont encore consommateurs, bien sûr, de la viande. Le bien-être animal ou les conditions d'élevage et d'abattage plus spécifiquement vont être aussi une motivation très fréquemment citée par les flexitariens. 56% le citent parmi les motivations et 18% l'indiquent que c'est leur motivation principale. Mais ils sont encore plus nombreux, les flexitariens sont encore plus nombreux à citer les considérations santé. 62% l'indiquent et 26% en réponse principale. Ça va être un point commun avec les flexitariens non étiquetés. Comme vous le voyez, 50% et 27% en première réponse vont dire qu'ils limitent leur consommation de viande parce qu'ils pensent que cela contribue à être en bonne santé, bien dans leur corps. C'est ça tout l'intitulé exact de l'item. Je l'ai un peu raccourci ici pour plus de lisibilité. Un autre point qu'il donne, qui ressort fortement, c'est le prix de la viande qui est jugé trop élevé. Selon 53% des flexitariens non étiquetés, 22% disent même que c'est déterminant dans leur processus de réduction de consommation. Ce qui est intéressant à remarquer, que le prix de la viande est indiqué parmi les motivations aussi par 39% des flexitariens, alors même que, rappelons-nous, la définition qu'on leur a proposée prévoyait plutôt la limitation volontaire et n'est pas contrainte. Un autre point peut-être à méditer, c'est la proportion de personnes qui citent aussi parmi les motivations la présence potentielle d'antibiotiques dans ces deux cibles flexitariennes. Et enfin, je vais terminer par un point, je pense que beaucoup attendent, parce que c'est un point c'est un argument relativement médiatisé. La production, je limite la consommation parce que je trouve que la production de viande est mauvaise pour l'environnement. C'est un point qui ressort et qui ressort assez fortement. En troisième position, en nombre de citations dans les régimes sans viande et chez les flexitariens, et en quatrième place chez les flexitariens non étiquetés, mais sans être vraiment différenciant selon les cibles. On a parlé de motivation, parlons maintenant un peu de leur quotidien. Quelles sont les difficultés? Déjà, on regarde qui nous a déclaré les difficultés. 77% des régimes sans viande nous déclarent avoir rencontré ou rencontrer encore toujours des difficultés par rapport à l'alimentation, quelle que soit leur nature. Et le nombre de difficultés qu'ils nous indiquent augmente avec le nombre de restrictions. Donc, pour majorité des personnes qui suivent ces régimes sont quand même contraignants. C'est moins le cas des flexitariens, 62% le citent, et encore moins le cas des flexitariens non étiquetés, c'est-à-dire ces omnivores qui limitent leur consommation de viande, mais ils sont quand même majoritaires à indiquer des difficultés. Ce qui est intéressant ici encore à remarquer peut-être, quelque chose peut-être un peu contre-intuitif, c'est que les flexitariens modérés, c'est ceux qui en consomment encore tous les jours, sont nettement moins nombreux à déclarer des difficultés que les flexitariens marqués. 57% seulement chez le flexitarien marqué, alors qu'il en consomme seulement une fois par semaine, ou moins souvent, contre 70% chez ceux qui en consomment encore tous les jours. Bon, ça peut être bien sûr refléter en effet le fait que le nombre de personnes qui déclarent des difficultés chez le flexitarien modéré, ça peut refléter tout simplement justement la difficulté de se passer de la viande. Ça peut être lié à leur récence dans le régime puisqu'ils l'ont adopté moins longtemps que le flexitarien marqué. Ça peut être aussi une question de perception, puisque les flexitariens marqués, ils se caractérisent par une proximité forte des régimes sans viande en ce qui concerne les opinions. Par contre, ils ont choisi peut-être à leurs yeux un régime qui leur permet un peu de concilier les contraintes et leurs idées, et du coup le voir comme finalement peu difficile à observer. Et quand on regarde la nature des difficultés,
là, encore une fois, les trois graphiques qui sont triés selon les régimes sans viande. Ce que vous avez remarqué que déjà, les régimes sans viande, ils en déclarent plus. Et ils pouvaient en choisir autant qu'ils voulaient. Donc voilà, ils en choisissent davantage, les régimes sans viande, mais aussi en ce qui concerne la nature, ce qu'on remarque, c'est que ces difficultés, elles sont plus indépendantes de leur volonté. Comme vous le remarquez, l'accès à l'offre, que ce soit à l'extérieur au restaurant ou trouver des produits leur convenant dans le commerce, ça ressort assez fortement chez eux, mais aussi les difficultés sociales. Partager des repas avec mon entourage n'ayant pas le même type de régime que moi, l'incompréhension, les critiques de l'entourage, c'est aussi des choses qui ressortent très fortement. De manière peut-être un peu surprenante, les problèmes de santé ne ressortent très peu, 7% seulement le site et 2% en tant que difficulté principale. Par contre, il faut qu'on le dise, ça ressort un peu plus fortement parmi les raisons de l'abandon du régime végétarien, puisqu'on a posé aussi des questions sur ces raisons à des personnes qui ont été végétariennes et qui ne le sont plus. Chez les flexitariens, on a d'autres types de difficultés. Déjà, la difficulté de se priver de certains aliments, alors même qu'ils continuent de les consommer puisqu'ils ont le droit, on peut dire. Le régime ne leur interdit pas, mais ils éprouvent quand même, pour certains, ce sentiment de privation. Et surtout, ce qui ressort aussi chez eux, c'est des difficultés liées au savoir-faire. Trouver des idées de menu, savoir par quel produit remplacer les protéines animales. Donc, preuve que c'est pas que même l'adoption d'un régime intermédiaire, on peut dire, ne va pas sans difficulté. Et en effet, cette difficultés de savoir-faire sont assez intéressantes à avoir en tête quand on regarde par quoi les flexitariens et le régime sans viande remplacent les protéines animales. On voit bien, là déjà, voilà, ce qui ressort le plus fortement, c'est les légumes secs ou les pommes de terre. Et les écarts entre le flexitarien et le régime sans viande sont relativement faibles. Donc, les deux populations consomment ces produits-là dans les proportions similaires. Par contre, l'écart va commencer à se creuser, surtout sur les produits typés végétariens. Galettes végétales, boissons végétales, les algues, le tofu. Ça va être des produits qui sont consommés par une faible minorité des flexitariens. Et de la même manière, quand on leur pose la question s'ils connaissent et s'ils consomment de nouveaux produits végétariens ou végétaux disponibles dans le commerce, tout le monde les connaît, ou presque. 96% des flexitariens et 96% des personnes qui ont un régime sans viande déclarent les connaître. Par contre, il y a vraiment un déficit au niveau de considération, on peut dire, c'est-à-dire de la consommation, puisque seulement 39% des flexitariens déclarent les consommer, contre 65% des personnes qui se déclarent végétariennes, pescetariennes ou véganes. Et voilà, là où je ne vous le présente pas, mais nous avons aussi dans les questionnaires des questions sur l'image de ces produits. Et il y a quand même des points de faiblesse de ces produits, l'image qui est peut-être faiblement construite. Voilà. Donc, il y a peut-être des faiblesses sur ces points-là qui font que ces produits ne trouvent pas forcément sa cible flexitarienne. Mais après, il faut aussi, je pense, s'interroger, est-ce que les flexitariens qui sont encore très nombreux à consommer régulièrement la viande et qui pensent majoritairement qu'en France, on consomme trop de viande, est-ce qu'elles cherchent à tout prix de compenser ou d'avoir un apport protéique systématique dans leur alimentation? Est-ce qu'ils ne cherchent pas tout simplement des repas végétaux, mais pas forcément source de protéines végétales? On avait vu des difficultés, voilà. Est-ce qu'ils souhaitent d'aller plus loin et est-ce qu'ils souhaitent de revenir en arrière? On avait posé la question à tous les Français, quel que soit leur régime déclaré, envisagez-vous de changer de régime alimentaire? 15% seulement nous ont déclaré oui. Donc, la grande majorité est plutôt satisfaite de leur régime et ils
pense d'y rester. Cependant, l'appétence, en effet, ce qu'on voit, l'appétence, elle augmente quand on a déjà sauté le pas. Parce qu'en effet, seulement 12% des omnivores souhaitent de changer, ou envisagent de changer de régime. C'est en revanche le cas des 19% des flexitariens non étiquetés, c'est-à-dire des omnivores qui limitent déjà leur consommation de viande. 16% adopteraient les régimes flexitariens et 3% iraient vers un des régimes sans viande. Chez les flexitariens, 18% souhaiteraient aller plus loin vers un régime sans viande. Et dans les régimes sans viande, parmi ceux qui peuvent aller plus loin en excluant d'autres produits de leur alimentation, 25% voudraient aller plus loin, justement. Par contre, 7% voudraient plutôt adopter un régime moins restrictif. Et c'est le cas aussi de 2% des flexitariens qui voudraient peut-être revenir, ou envisagent en tout cas, revenir vers un régime omnivore. Si finalement, on n'a que 2% des végétariens dans la population, on peut se poser la question pourquoi, alors qu'on avait vu qu'il y a certaines remises en question qui trouvent un écho un peu plus large dans la population. On a donc posé la question pourquoi n'êtes-vous pas végétarien? Et pour la première raison qui ressort, en fait, c'est l'attachement à la viande. 61% des omnivores, 47% des omnivores qui limitent leur consommation de viande et 40% des flexitariens nous disent qu'ils ne sont pas végétariens parce qu'ils aiment trop la viande ou le poisson pour son passé. 45% des omnivores et 39% des flexitariens non étiquetés nous donnent une réponse un peu refuge. Je n'y ai jamais réfléchi, je n'ai pas envie. Et ceux qui ne partagent pas leurs convictions, là encore une fois, pardon, je rappelle, ils avaient plusieurs réponses possibles. Donc, ça ne fait pas 100%, c'est normal. Mais voilà, parmi les motivations qu'ils ont cette non-adoption qu'ils ont indiqué, 36% des omnivores ont dit c'est parce que je ne partage pas leurs convictions. 34% des flexitariens non étiquetés, c'est-à-dire ceux qui se déclarent omnivores mais qui limitent leur consommation de viande, on peut y voir une des raisons pour lesquelles justement ils n'ont peut-être pas voulu se déclarer flexitariens. Puisque flexitariens, eux, ils ne sont que 24% de 24% à se dire je ne suis pas végétarien parce que je ne partage pas leurs convictions. Les considérations santé, c'est-à-dire la peur d'avoir des problèmes de santé, arrivent seulement en 4e position. Du coup, chez les omnivores ou chez les flexitariens non étiquetés, 24% et 23% respectivement. C'est plus fort, ça ressort plus fortement en 2e, voire en première position chez les cibles plus proches philosophiquement, on peut dire. C'est-à-dire chez les flexitariens et chez les pescetariens. C'est en effet ces cibles-là qui sont plus proches sur les questions des idées, on peut dire. Elles vont en effet indiquer plutôt les raisons pratico-pratiques. J'aurais du mal à savoir par quel produit remplacer, ce serait trop contraignant pour les repas partagés, ça leur coûterait trop cher. Ce sont ces items-là qui ressortent dans ces deux groupes, flexitarien, pescetariens. Et de la même manière, quand vous regardez les chiffres juste en bas, vous voyez en effet le nombre de moyens de raison, il est plus élevé en effet chez les omnivores, grosso modo 3 raisons citées, contre 2 seulement chez les pescetariens. Donc, il y a cette volonté peut-être de s'approcher, cet potentiel aussi plus important dans cette cible-là, visible ainsi. Et donc, au final, là, je vais vous présenter des profils types, des catégories. Pourquoi? Parce qu'en effet, on avait vu qu'il y a une diversité de motivations, une diversité des contraintes ou des difficultés, une diversité aussi de potentiel. Et qui ne vont pas forcément de pair. Donc, plutôt que rester sur que des étiquettes, nous avons décidé avec IFOP de le mettre tous ensemble, les végétariens, les flexitariens et les omnivores qui limitent leur consommation de viande, et voir si via une analyse statistique de type typologie, on peut obtenir des profils types
qui vont au-delà de ces étiquettes. Et en effet, cet exercice nous a permis de dégager 7 profils types, de tailles différentes, mais dans dans chaque type, vous aurez dans chaque profil type, vous aurez un peu de tout le monde, un peu de végétariens, un peu de flexitariens et un peu des omnivores qui limitent leur consommation de viande, mais à des proportions différentes. Et vous allez voir les motivations, les profils sociodémographiques, mais aussi le potentiel d'évolution dans un sens ou dans un autre va être très différente d'une cible à l'autre. Je vais commencer par la droite de l'écran, par la droite de l'écran, par un type assez évident, on peut dire, c'est les militants. Ils ne représentent que 7% de notre total des personnes qui limitent ou excluent la viande et les autres protéines animales de leur consommation. 7% sur 34, dans le 7% de ce total qui représente 34%, donc un tiers de la population, ramené sur le total des Français, c'est-à-dire sur 15 000 individus qu'on a interrogés, ça donnerait 2% de l'échantillon total. Donc, une cible relativement faible, on peut dire. Vous allez voir par la suite qu'il y en a d'autres qui sont plus importantes en taille. Donc, ces cibles militantes, IFOP les a appelées les couples militants parce que c'est plutôt les couples sans enfants d'âge moyen qui ont un régime ancien, c'est-à-dire adopté il y a longtemps et adopté jeunes surtout, quand ils étaient jeunes. Ce qui les caractérise, c'est en effet leur engagement dans les associations welfaristes ou environnementales notamment. Ils sont donc très sensibles au bien-être animal, ils mangent naturel et responsable et ils vont du coup être surreprésentés, ou plutôt c'est les régimes sans viande qui vont être surreprésentés dans cette cible-là. Et malgré cela, ils vont encore avoir un potentiel plus fort d'aller vers un régime plus restrictif parce que ça va avec leurs convictions. Et s'ils n'y vont pas, si certains d'entre eux ne sont pas végétariens, c'est notamment par les craintes pour la santé, pour le problème de santé que ce régime pourrait leur occasionner selon eux. La deuxième cible, c'est les hypersensibles. C'est une cible assez proche en termes c'est une cible assez proche en termes comment dire, de position idéologique, on peut dire. Par contre, elle est quand même différente sur certaines caractéristiques sociologiques, on peut dire. C'est plutôt les jeunes femmes ou les jeunes filles de 15 à 24 ans, plutôt, c'est pas toutes, mais d'ailleurs, voilà, quand on décrit ces catégories-là, c'est pas toutes les personnes entre 15 et 24 ans, c'est plutôt le point saillant qui ressort. Donc, c'est plutôt les jeunes femmes qui ont adopté ces régimes il y a longtemps, c'est-à-dire souvent à l'adolescence ou encore elles ont grandi avec, plutôt appartenant à des catégories socioprofessionnelles supérieures ou en tout cas des catégories aisées. Elle rencontre pas mal de difficultés sociales, partage des repas, critique de l'entourage. Elles vivent d'ailleurs, ces cibles-là, elles sont surreprésentées parmi les personnes qui vivent avec leurs parents encore. Et on les appelle hypersensibles parce qu'en fait, ils vont avoir une très forte sensibilité et orientation bien-être animal, les causes animales, et qui va vraiment aller de pair chez eux avec les goûts de la viande. Elles vont être engagées plutôt en dehors des associations, à l'inverse des couples militants. Ils vont peut-être plus chercher le groupe de soutien, par exemple sur les réseaux sociaux. Ils vont être plus dans une démarche un peu plus individuelle, on peut dire. Ils vont être aussi très surreprésentés parmi les régimes sans viande, avec un potentiel d'aller encore plus loin dans les restrictions, parce que vraiment, c'est dans leur ADN philosophique, on peut dire. Une cible très différente, à la fois en termes de taille, mais aussi en termes de potentiel d'évolution. C'est la cible qu'on a appelée les diplômés
dans l'équilibre. C'est une cible la plus grande de toutes, 26% de notre ensemble et 9% de la population totale. C'est encore une fois les femmes, plutôt actives, c'est sur une autre tranche d'âge, appartenant à des catégories socio-professionnelles supérieures, urbaines, qui vont être vraiment des, je dirais, des flexitariennes modèles. Plutôt flexitariennes moyennes ou marquées, c'est-à-dire celles qui consomment de la viande plusieurs fois par semaine ou moins souvent, qui l'ont adopté il y a quelques années et qui vont mettre en même plan la santé, le bien-être animal et l'environnement. Relativement proche, donc du coup, de ces deux autres cibles extrêmes, plus extrêmes en termes philosophiques, on peut dire, mais qui se caractérisent quand même par un attachement important à la viande qu'elles veulent continuer de consommer. Et c'est pour ça que voilà, elles vont plutôt être dans une logique de consommation éthique ou qualitative de la viande plutôt que dans la logique de l'exclusion. Donc, elles vont avoir un faible potentiel de l'évolution parce qu'elles ont trouvé dans ces régimes flexitariens plutôt un bon équilibre voilà, entre leurs convictions et entre leur quotidien et les contraintes de leur quotidien. Une autre cible un peu intermédiaire, là pour le coup c'est la cible la plus petite, 5% seulement de notre total de la cible et moins de 2% de la population globale, c'est ce qu'on appelle les couples suiveurs. Les jeunes urbains en couple, foyer avec des enfants, peu diplômés, qui ont limité leur consommation de viande assez récemment. Ils vont être surtout dans les flexitariens modérés, ceux qui en consomment encore tous les jours. Ils vont d'ailleurs avoir beaucoup de difficultés sociales pour les repas ou pour les critiques de l'entourage. Ils ont envie d'aller plus loin. Certains, ils ont envie de revenir en arrière, donc ils ont un potentiel un peu incertain. Ils vont aussi avoir un potentiel incertain parce que c'est pour ça qu'on les a appelés les suiveurs, parce qu'ils sont des suiveurs de tendance. Ils ne sont pas là pour le végétarisme lui-même, ils sont là parce que ça s'inscrit dans l'ensemble de tendances qui les intéressent. Et donc voilà, on ne sait pas justement, déjà ils ont un potentiel encore dans la limitation de la consommation de viande avant de devenir végétarien ou pescétarien. Et puis, est-ce qu'ils ne vont pas changer d'avis à un moment donné ou à un autre? Ça, c'est un peu moins sûr. Donc, une cible, on peut dire, un peu mouvante. Une autre cible incertaine, c'est la cible des jeunes en rééquilibrage alimentaire. 12% du total, 4% de l'échantillon global. C'est les jeunes, encore une fois, jeunes urbains qui vivent plutôt chez leurs parents. Ils ont aussi un régime récent qu'ils l'ont adopté plutôt pour perdre du poids. Ils ont des contraintes budgétaires plus importantes. Ils aiment la viande, ils aiment cuisiner. Du coup, ils ont beaucoup de difficultés, sentiment de privation. Voilà, ils vont être plutôt dans le flexitarien modéré, c'est-à-dire consommer la viande encore quotidiennement, mais qui ne sont pas insensibles à des questions de bien-être animal ou de questions environnementales. Donc, certains d'entre eux, ils voudraient aller plus loin dans leur adopter un régime plus restrictif que celui qu'ils ont actuellement. D'autres, ils envisagent plutôt de revenir en arrière. La sixième cible, celle-là, elle est assez proche en termes de motivation de celle qu'on vient de voir. Par contre, elle est très différente en potentiel et en profil. C'est les âgés médicalement contraints. Comme le nom l'indique, voilà, ce sont plutôt les personnes de 50 ans et plus qui limitent leur consommation de viande sans se déclarer flexitariens, plutôt pour des raisons de santé, dans la logique de manger mieux. Ils sont aussi ceux qui limitent moins la volaille. Ils sont des amateurs de viande, mais ils vivent plutôt bien leurs limitations parce que, en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, ils s'y sont un peu habitués, mais ils ne souhaitent pas aller plus loin, surtout parce qu'ils ont une faible appétence pour le végétarisme, tout simplement parce qu'ils ne partagent pas leurs convictions. Et enfin, la dernière cible, mais très importante, 24% de notre total et 8% de l'ensemble de l'échantillon, c'est les financièrement contraintes.
contraint ou contrainte. Contrainte parce que c'est plutôt les femmes, plutôt les mères célibataires des classes populaires, habitant de la petite ville, qui se classent elles-mêmes chez les omnivores. Donc, finalement, elles sont chez nous classées dans les non étiquetés, c'est-à-dire ces omnivores qui limitent leur consommation de viande. Ils limitent leur consommation de viande surtout pour des raisons budgétaires. La réduction, d'ailleurs, elle est récente et ils ont une faible envie de changer de régime. Quand on dit changer de régime, c'est adopter le régime flexitarien, pescétarien, végétarien ou végan, tout simplement parce que ce ne sont pas leurs motivations ou les préoccupations principales. C'est plutôt les personnes qui vont manger la viande, acheter la viande en promotion plutôt qu'aller vers une consommation éthique ou qualitative de la viande, de la consommation de viande. Donc, au final, vous voyez ici, de manière un peu synthétisée, les 100% c'est les 7 classes en effet positionnées. À gauche, on a plutôt ceux qui sont contraints, à droite ceux qui sont plutôt dans un régime choisi. Et vous le verrez, en effet, à gauche, en effet, les 3 cibles, elles représentent la moitié ou même un tout petit peu plus de la moitié en fait de notre catégorie des personnes limitant ou excluant à la viande. Donc, au-delà de motivation philosophique, il faut toujours avoir en tête que ces phénomènes de déconsommation, elles concernent aussi les personnes qui le subissent en fait d'une manière ou d'une autre. Et que aussi, au-delà des questions volonté-contrainte, c'est que parmi les motivations, il y a aussi la recherche du bien-être personnel, au-delà des questions du bien-être animal ou de l'environnement. Et même si, bon, c'est peut-être un peu répétitif, mais je vais vous justement montrer via une autre moyen, en effet, l'importance de ces différents enjeux. C'est quand on répartit les 34% justement de la population qui représente ces végétariens, flexitariens, pescétariens, végans et les flexitariens non étiquetés, comment ça se répartit entre les différents croisements, profil type et étiquette. Les chiffres ne sont pas impressionnants parce qu'en effet, il faut diviser ainsi les 34%. Mais ce qu'on remarque, quels sont les plus grands groupes, c'est qu'on va voir d'abord, en effet, un point important finalement dans ces 34% des cibles qui sont là par contrainte et qui ne se revendiquent pas du tout de mouvance flexitarienne ou végétarienne. Et que là, sur la ligne du bas, dans les régimes sans viande, certes, les cibles orientées à la cause animale vont représenter les gros de la cible des régimes sans viande, mais attention, la cible financièrement contrainte, la classe financièrement contrainte va être en termes de taille juste après les couples militants. Et enfin, je pense que c'est là où ça synthétise mieux justement cette diversité des situations, c'est la ligne de milieu, qui c'est 24% de la population qui se déclare flexitarienne, qui elle s'est répartie d'une manière assez diversifiée, on peut dire, puisque ceux que je qualifiais de flexitariens un peu modèles, les diplômés dans l'équilibre, elles sont certes un groupe le plus important, 7% sur 24, mais 7% sur 24, c'est à peine, même pas un tiers des flexitariens, alors qu'en effet, dans ceux qui sont contraints, on a 5% en effet financièrement contraints et 6% contraints pour des raisons de santé. Donc, pour conclure, là, cette présentation qui devient longue, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, que le végétarien reste encore très minoritaire, mais le discours trouve un écho favorable dans les cibles pratiquement restrictives, que le caractère contraignant des régimes sans viande, ainsi que la diversité de motivation pousse certains Français à des compromis, entre guillemets, compromis étant soit les limitations de la consommation de viande et protéines animales ou les écarts au régime. Et donc, du coup, au vu de ces éléments-là, il y a clairement besoin de voir au-delà de la cible niche,
Mais attention, en prenant en compte la diversité de profils et de motivations des flexitariens qui répondent aux enjeux et argumentaires différents. Bien-être animal, santé publique, pouvoir d'achat. Et qu'au vu de ces éléments-là et au vu de la variété des parcours, les projections de l'évolution de ces phénomènes, végétariens ou flexitariens, sont rendues particulièrement difficiles. D'ailleurs, le potentiel encore incertain des cibles jeunes est à ce sujet clairement éclairant. On ne vous a pas présenté un focus spécial pour les jeunes, mais ce qu'on voit, c'est certes, ils sont surreprésentés parmi les régimes sans viande, mais c'est quand même les cibles les plus polarisées, aussi les cibles les plus mouvantes, les plus motivées en termes des opinions, mais aussi qui nous déclarent le plus de contraintes. Et puis, au-delà même de ces éléments-là, pour les générations jeunes, ce qui va se passer, la question, c'est en effet la question du cycle de vie. Est-ce qu'au moment de la mise en couple, au moment de l'arrivée des enfants, est-ce qu'ils seront en mesure de maintenir le régime restrictif? Pour certains, peut-être, ce ne sera plus le cas. Donc, tout ça, ça nous invite à une sorte de précaution sur l'évaluation un peu trop hâtive de l'ampleur dans un sens ou dans un autre de ces phénomènes. Et qui finalement, en effet, au-delà de cette photographie à l'instant T, il faudrait sans doute suivre ces phénomènes dans le temps pour voir comment ces différentes cibles évoluent, leur poids et aussi en termes de leur profil. Voilà. Et donc, sur ces derniers commentaires, sur la mise en garde contre les conclusions peut-être un peu hâtives, que je veux terminer en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Grazina. Est-ce que vous m'entendez? Donc, Virginie, tu m'entends? Allô? Oui, oui. Bon. Donc, simplement, merci beaucoup pour cette présentation très riche. On a pas mal de questions, en fait, qui ont été posées par notre public. Alors, peut-être que je vais commencer par les questions les plus techniques, les plus précises, qui sont liées à ton diaporama. Est-ce que tu pourrais revenir sur la diapo numéro 11, par exemple, où nous avons une demande concernant les couleurs, enfin, à quoi correspondent les couleurs foncées et plus claires? Alors, est-ce que c'est bien la diapo 11? Voilà, ça doit être celle-ci, effectivement, où tu as des écarts de couleurs en clair ou en foncé. Et donc, comme la diapo est un peu complexe, on nous a demandé à quoi correspondaient en fait les nuances de couleurs. Voilà. Ah oui, oui, en effet, l'étude est très riche, les questionnaires étaient relativement longs, on peut dire, même s'il n'était pas trop long pour les répondants normalement, mais il était quand même assez complet. On leur a posé la question s'ils consomment les différents types de viande ou d'autres sources de protéines, mais on leur a aussi posé la question, est-ce qu'ils limitent, ils en mangent toujours autant ou ils en mangent plus qu'avant? Et en fait, si on regardait que la limitation de sa consommation de viande, on aurait eu une image un peu tronquée en fait de la situation, parce que vous voyez par exemple sur l'exemple de la viande de veau, d'agneau ou de mouton, vous avez en fait les phénomènes de limitation qui ne concernent qu'une faible partie de la population, mais parce qu'il y en a beaucoup qui nous déclarent, ça c'est couleur en foncé, en rouge, qui nous déclarent de ne pas le consommer du tout. Qui ne mangeaient jamais. Donc, on a estimé avec IFOP plus pertinent de présenter à la fois ceux qui limitent la consommation de ces produits-là, mais aussi ceux qui ne le consomment pas. Donc, du coup, sur l'exemple encore de viande de veau, d'agneau, de mouton, comment on lit ça? 19% des omnivores limitent leur consommation de ce type de viande et 45% limitent ou ne consomment pas. Ce qui veut dire que le chiffre que vous ne voyez pas, qui est donc logiquement 26%, eux, ils n'en consomment pas du tout parmi les cibles omnivores. J'espère que j'ai répondu à la question. Voilà. Alors, ensuite, nous avons des questions peut-être un petit peu plus générales. Donc, une question, est-ce que toutes les viandes sont concernées par cette étude? Est-ce qu'elle couvre en fait tous les types de viande, viande de bœuf, porc, volaille, autres? Est-ce qu'il y a vraiment voilà, toutes les viandes qui sont couvertes par l'étude? Alors, oui, on ne le voit peut-être pas ici, même si peut-être on peut le voir sur cette slide-là. On a vraiment fait, on a eu vraiment la volonté de leur rappeler que quand on parle de la viande et la volaille en général,
c'est qu'on parle aussi bien de pièces de viande, mais aussi de la viande qui est dans la charcuterie et dans le plat cuisiné. Donc, on a peut-être pas les détails. Les regroupements veau, agneau ou mouton n'est pas un regroupement après l'analyse. On ne leur a pas posé autant de détails parce que ce serait vraiment trop long pour eux. On a essayé de les regrouper par des catégories plus ou moins je ne sais pas comment dire, pas qui font sens, mais voilà, qui devraient faire sens, pas forcément d'un point de vue filière, mais surtout d'un point de vue consommateur. Mais voilà, comme vous le voyez sur cet écran-là, qu'on a essayé vraiment de leur rappeler que là, on ne pense pas qu'au bœuf, qu'on ne pense pas à la pièce de viande, mais vraiment, c'est tout l'apport carné en fait qu'ils devraient prendre en compte. D'accord. Bon, ça me paraît clair. Alors, dans la continuité en fait de cette question, est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation d'œufs en compensation de la baisse de consommation de viande dans certaines catégories donc de consommateurs? Est-ce qu'ils compensent la viande par des œufs, par exemple? Ou est-ce que c'est négligeable? Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. D'ailleurs, vous pouvez les regarder dans le rapport qui sera mis en ligne parce que ces informations-là sont normalement dans le rapport. Mais il me semble ce que j'ai vu, c'est que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément de compensation, de phénomène de compensation tel qu'on l'imaginait, justement. D'accord. Et toujours En dans tout la cas, même... qui sont limités. En tout cas, on ne peut jamais dire qu'il n'y en a pas parce que vraiment, il y a une variété comment dire, des situations selon les individus, mais qui sont relativement limitées. Voilà. D'accord. Et les motivations qui amènent les flexitariens à consommer moins de viande sont-elles les mêmes pour les personnes qui limitent leur consommation de produits laitiers d'origine animale? Est-ce qu'on a un éclairage sur les produits laitiers à travers cette étude? Alors, ça, ce n'est pas un croisement qu'on avait réalisé comment dire, de manière comme ça par défaut, en regardant en effet parmi les flexitariens, ceux qui limitent leurs produits laitiers, c'est quoi Non, donc du coup, je n'aurais pas la réponse pour vous. En fait, c'est un croisement spécifique qu'il faudrait réaliser. Voilà. D'accord. Est-ce que cette étude va nous permettre de nous positionner? Est-ce qu'on peut évaluer en fait la position de la France par rapport à nos voisins européens en termes de consommation comme c'était le cas dans l'étude de 2018? Alors là, non, justement, je pense que non, parce que ce qu'on avait vu aussi dans l'étude de 2018, c'est parce qu'on avait réalisé non seulement une enquête, mais aussi une sorte de revue de littérature, puisque c'était une enquête exploratoire. C'est qu'en fait, il n'existe pas, malheureusement, de suivi systématique en fait, et uniforme de ces questions-là à l'échelle internationale, que ce soit européenne ou autre. Et en fait, c'est plutôt des enquêtes nationales qui sont là et si on veut faire des comparaisons, il faut faire attention parce que déjà, il faudrait le faire plus ou moins au même moment et selon la même méthodologie. Parce qu'en effet, déjà, la manière dont on pose la question peut varier et donc, du coup, ces comparaisons sont très difficiles. Je me rappelle en effet que ce qu'on avait montré dans l'étude 2018, c'est que sur le même pays, à peu près à la même période, quand il y avait on voyait par exemple deux enquêtes qui donnaient des résultats très différents et qui positionnaient un pays plutôt parmi les pays les plus avancés en termes de végétarisme, mais d'autres non. Donc, malheureusement, il n'existe pas ce type de données. Ici, là, on s'est vraiment concentré sur la France parce qu'en fait, via notre enquête de 2018, qui a quand même permis de nous positionner à la France un peu et surtout nous a permis de montrer des différentes comment dire, de confirmer différentes hypothèses qu'on avait vues déjà dans la littérature. Elle ne nous permettait même pas d'avoir une quantification robuste sur la France, et elle ne nous permettait pas, au contraire de cette étude-là, d'aller finement dans les cibles végétariennes, pescétariennes, voilà, parce qu'elle représente tellement peu de personnes qu'on n'en avait pas assez dans l'échantillon. D'accord. Est-ce que, alors une autre
question, comment pensez-vous que ces différentes populations, donc qui restreignent, la consommation de protéines animales, vont évoluer dans le temps? Est-on sur un phénomène qui va plafonner ou non? Et j'ai une 2e question un peu complémentaire qui va dans le même sens en fait, enfin pas tout à fait, mais voilà, la personne donc demande comment ces 7 profils peuvent évoluer avec, les 3 confinements successifs et donc la crise du Covid. Est-ce qu'il y a eu un peu une analyse, sur ce sujet? Alors, bah, c'est 2 questions en une. Et la première, je pense que j'y ai déjà, répondu dans la conclusion en disant, moi, je ne m'aventurerai pas à faire des projections d'évolution. Il vaut mieux, je pense, faire un suivi plus barométrique, et voir les choses évoluer dans le fait plutôt que se projeter au vu de la diversité des cas de figure, et au vu aussi du fait que la cible jeune qui a le plus d'appétence clairement et qui nous déclare d'ailleurs, à des proportions assez fortes d'envisager d'adopter ces régimes restrictifs. C'est quand même la cible aussi qui revient qui revient aussi en arrière, qui peut revenir en arrière par la suite. Donc, moi, je ne ferai pas, moi, à partir de cette photographie à l'instant T, de projection. La deuxième question, c'était sur l'impact de la crise des Covid. Oui, des Alors, confinements. des confinements. Alors, nous, on a regardé, en effet, on a posé quelques questions là-dessus dans le questionnaire sur l'impact. Et ce qu'on avait vu, c'est que plutôt, en fait, c'est ces personnes qui ont adopté depuis le confinement, par exemple, depuis le premier confinement, ils ont adopté plutôt pour des raisons individuelles, c'est-à-dire bah, soit la prise de poids, des difficultés économiques. Donc, un peu, comment dire, c'est pas des projections à long terme, en fait, ou pas un état d'esprit à long terme, même si certainement, il y a certaines personnes qui vont déclarer que cette crise l'a fait réfléchir. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'en effet, cette étude, elle a eu lieu en octobre. Il faut aussi, je pense, et là-dessus, je pense qu'on n'est pas armé quels que soient les sujets, que ce soit végétarisme ou autre tendance. On ne sait pas, en effet, pour le moment, quels seront les effets des confinements répétitifs, sachant que les comportements des Français ne sont pas tout à fait les mêmes au premier confinement et au confinement suivant. Donc, c'est un peu tôt comment dire, de voir les effets. Parce que même à court terme, en fait, peut-être les choses sur lesquelles on avait conclu à la sortie du premier confinement, ils ne se sont pas reproduits au deuxième et encore moins au troisième. Donc, pour les effets un peu à long terme de ces confinements répétitifs, ça, à mon avis, il faudra un peu de temps pour voir éventuellement les effets. OK, oui. Alors Juste, juste oui. un complément, si tu me le permets, Oui, Virginie. oui, vas-y, je t'en prie. Je voulais renforcer ce que Grazina a déjà présenté en conclusion et qu'elle vient de répéter sur la difficulté qu'il y a à se projeter à partir de ces seuls résultats. Deux phénomènes peuvent interférer pour chercher à se projeter dans le futur en matière de consommation. Ces deux effets que certains d'entre vous connaissent certainement, ce qu'on appelle les effets de génération et les effets de cycle de vie. Alors, les effets de génération, c'est lorsqu'une génération n'adopte pas en matière alimentaire le même comportement que la génération précédente. D'accord? Donc, ça veut dire que les gens qui ont le même âge dans la génération 1 et ceux qui ont cet âge-là dans la génération 2, par exemple, ne consomment pas avec la même intensité le produit, etc. etc. Ça permet, en répétant les approches dans le temps, à partir d'approches véritablement barométriques, c'est-à-dire il faut poser les questions à peu près de la même manière, de regarder si, au fur et à mesure, les générations, donc caractérisées par une position dans leur cycle de vie, évoluent en matière de consommation de viande, par exemple. Ça, on ne peut le faire qu'en répétant l'enquête. Et la deuxième chose, c'est ce que Grazina expliquait, c'est les effets de cycle de vie. C'est-à-dire le fait que si les jeunes sont ceux qui aujourd'hui adoptent le plus souvent des comportements
disons, restrictifs par rapport à la viande, c'est aussi ceux qui montrent le plus de capacité à changer leur fusil d'épaule. Et on sait que l'apparition des enfants dans des couples, etc., sont des occasions ou des difficultés croissantes de maintenir des options de régime alimentaire restrictif en viande. Or, ça aussi, on ne peut le voir qu'en suivant ce qu'on appelle des cohortes. Normalement, il faudrait suivre des cohortes, c'est-à-dire suivre les gens dans leur cycle de vie. Généralement, on n'y arrive pas parce que pour suivre des cohortes, il faudrait suivre les mêmes individus dans le temps sur plusieurs trucs, donc on le fait sur plusieurs années, donc on ne le fait pas. Par contre, on fait ce qu'on appelle des pseudo-cohortes, c'est-à-dire qu'on compare dans le temps des structures de la population organisées de la même manière pour essayer de repérer ces cycles de vie qu'on ne peut dans ce cas-là repérer qu'en début de cycle de vie et qu'en fin de cycle de vie, c'est-à-dire chez justement les jeunes, ce qui nous intéresserait particulièrement là, ou chez les personnes âgées. Mais au milieu, il y a un mélange des effets de génération et des effets de cycle de vie. Donc, cette explication un peu technique pour vous expliquer qu'on ne pourra répondre à la question de l'évolution du poids de ce phénomène-là qu'en reproduisant dans le temps ce type d'approche. Voilà, parce qu'avec un seul coup de sonde, on ne peut pas en dire grand-chose. Voilà. Je voulais insister beaucoup là-dessus parce que je sais que c'est un peu frustrant. Il y a plein de gens, et notamment les gens qui ont des responsabilités dans les filières agricoles, qui aimeraient bien être capables d'anticiper le plus tôt possible de ça. Il nous faudra répéter ce travail dans 3 à 5 ans pour savoir comment ça a évolué. OK. Moi, d'avoir été un peu long. Non, non, pas du tout, parce qu'on a beaucoup de questions en fait sur les 7 profils définis par l'IFOP. Et donc, effectivement, certains s'interrogent sur, par exemple, le fait que les jeunes qui sont plutôt dans les hypersensibles, est-ce qu'ils peuvent basculer dans la catégorie des militants, par exemple? Donc voilà, il y a un petit peu ces interrogations qui transparaissent à travers les questions qui nous sont posées, hein, savoir comment peuvent évoluer ces 7 profils. Est-ce que c'est perméable? Est-ce que les gens peuvent passer d'un profil à l'autre? C'est un petit peu ce qu'a expliqué Grazina tout à l'heure en disant que finalement certains voulaient adopter des régimes, plus restrictifs, hein, dans certaines catégories. Enfin, je ne sais pas si tu as un éclairage là-dessus par rapport aux hypersensibles qui touchent des catégories plutôt jeunes, apparemment. C'est vrai que ce qui distingue les hypersensibles des militants, c'est en effet c'est leur engagement associatif pour beaucoup. Bon, il y a un peu des différences en effet aussi en termes d'âge. Encore une fois, j'ai envie de dire, je pense que c'est peut-être possible qu'ils s'engagent dans les associations par la suite. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas. Est-ce que du coup, en fait, le problème des typologies, je pense que c'est parfois c'est difficile de les reproduire dans le temps par la suite. C'est parce que on peut la refaire par la suite et obtenir des groupes un peu différents, en effet, si ces populations elles vont évoluer. Moi, ce que je trouvais intéressant, même si c'est à titre illustratif, du coup seulement, c'est de montrer en effet qu'il y a finalement, au-delà de, c'est peut-être, pardon pour l'expression, mais des clichés en effet des militants, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même un positionnement fort, mais qui ont des parcours un peu plus individuels et qui sont à un cycle de vie un peu plus un peu moins avancé. Mais je ne saurais pas dire en effet comment ces cibles-là vont évoluer parce que c'est un peu si j'essayais de répondre à la question comment vont évoluer les générations actuelles en fait jeunes. Voilà. Okay. Donc voilà. Virginie, je ne sais pas, pardon, parce que j'ai regardé un peu les questions en effet en vous écoutant. Et j'ai vu qu'il y avait quand même quelques questions au-delà de projections. Il y avait quelques questions plutôt sur le fond des chiffres ou sur les définitions, parce que bon, j'ai tendance à parler un peu vite et je m'excuse. Et les slides sont chargés, donc j'aimerais bien juste expliquer parce qu'en effet, j'ai peut-être malheureusement perdu certaines personnes avec les termes. Les flexitariens non étiquetés, ce sont les personnes qui, sur l'échelle, quand on leur a demandé de lire les définitions, en fait, ils ont dit qu'ils sont
omnivores. En revanche, par ailleurs, dans le questionnaire, ils nous déclarent limiter leur consommation de viande et en consommer moins d'une fois par jour. Donc, on les a appelés les flexitariens non étiquetés parce qu'ils refusent l'étiquette, on peut dire. Voilà. Et ils représentent en total 8% de la population globale, c'est-à-dire sur les 15 000 individus, ils représentent 8%. Et c'est pour ça que j'obtiens en effet, quelqu'un m'a posé la question, comment j'obtiens les 34%? C'est en effet en prenant le 2% de pescetariens, végétariens, végans réunis, 24% de flexitariens, c'est-à-dire les groupes jaunes, on peut dire, et les groupes orange des flexitariens non étiquetés. C'est ceux-là, voilà. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, tu l'as évoqué à la fin de ton diaporama. La question avait été posée avant la fin. Voilà. Bon, donc de toute façon, encore une fois, hein, l'étude va être mise en ligne, donc vous allez retrouver toutes ces données de façon très détaillée sur notre site internet. Alors, il y a d'autres questions, donc des personnes qui voudraient un petit peu revenir sur les personnes qui reviennent sur alors je retrouve la question, voilà, qui reviennent en arrière pour des raisons de santé. Est-ce que tu pourrais donner, voilà, sur le groupe, du groupe sans viande qui reviennent en arrière pour des raisons de santé, notamment pour les végétariens et les véganes. Est-ce que tu as un petit peu plus d'informations là-dessus? Alors, dans l'immédiat, non, c'est pareil. Oui, il faudrait. En fait, ça dépend quel type d'information. Voilà, on recherche. Il faudra. Bon, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, qu'il y a une partie là. J'ai d'ailleurs même pas en tête, en fait, les pourcentages, en effet. Mais on a posé à tous ceux qui nous ont déclaré d'avoir été végétariens les raisons pour lesquelles ils n'y sont plus. Et bah, c'est en pourcentage, en effet. Bon, il y a plusieurs quand même, il y a plusieurs choses qui ressortent. Il n'y a pas que ça, mais en effet, il y avait une part. Il y avait une part des personnes qui nous ont déclaré de l'avoir fait pour des raisons de santé. D'autres, ils les ont déclarés pour les histoires de mise en couple, par exemple, ou de changement de situation familiale. Mais c'est vrai qu'on n'a pas regardé davantage, par exemple, leur profil. C'est ce qu'on aurait dû sans doute faire. Peut-être on va le faire par la suite, en effet, dans les analyses plus poussées. Parce que l'étude, voilà, jusque-là, elle est dans la phase plutôt de synthèse, même s'il y a un rapport très détaillé déjà de la part de l'IFOP qui va être mis en ligne. Mais on pourrait en effet y aller encore plus loin dans certains suscibles parce que même si là, du coup, on va peut-être être sur les populations de plus en plus faibles, mais on pourra peut-être voir qualitativement certains éléments. Mais là, à ce stade-là, malheureusement, non. D'accord. Alors une autre question, est-ce qu'il y a une catégorie plus leader que les autres et qui aurait la capacité d'influencer fortement les autres les autres profils de consommateurs qui réduisent et limitent la consommation de viande? Bah, alors, ça c'est une question intéressante parce que déjà, je ne saurais pas le dire. Bah, on a en effet posé la question, est-ce que vous incitez, voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous incitez les autres à changer leur mode de consommation? C'est plutôt, en effet, comme je vous ai expliqué, c'est plus fort, en effet, dans les cas des régimes sans viande que dans les autres populations. Est-ce qu'ils sont capables comment dire, d'influencer? Je mettrais quand même en garde, encore une fois, contre l'idée un peu globale et un peu générale comment dire, que par exemple, même si on voit que la progressivité ou des éléments d'apprentissage, contre l'idée que le flexitarisme est forcément une étape intermédiaire vers le végétarisme. Vous l'avez bien vu, les motivations ne sont pas toujours les mêmes et même le potentiel d'évolution ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont très bien dans le flexitarisme, ils ont trouvé une alternative dedans et ils n'ont pas envie d'aller plus loin. D'autres et d'autres pour qui justement c'est peut-être un processus un peu plus continu. Voilà, donc c'est difficile en fait
Je sais que c'est peut-être pas une réponse qui est satisfaisante, mais en effet, c'est un peu malheureusement le résultat de l'étude, c'est la variété des cas de figure en fait, et variété de parcours des gens, assez individuel finalement, comme les goûts en fait, tout simplement. Les goûts sont très différents et que même si on essaye de schématiser et dégager les choses qui ressortent le plus parce qu'on est dans une enquête quantitative, bah, c'est que finalement, chacun est devant ses propres, en fait, ses choix, devant ses propres, il fait ses propres choix D'accord. en fonction de ses contraintes et en fonction de ses motivations. Alors, j'ai plusieurs questions sur les produits, entre guillemets, «de substitution», Oui, qui sont adoptés, par, donc les adeptes des régimes sans viande. Alors, première question, quels sont les produits végétaux préférés par, ces catégories de consommateurs? Et deuxième question, est-ce que, il ne faudrait pas, dans une prochaine enquête, interroger aussi sur la montée en puissance de la viande artificielle? mm. Oui, on s'est posé la question, en effet, qu'est-ce qu'on ajoute? On avait beaucoup de choses déjà dans le questionnaire et on avait décidé malheureusement de couper sur la viande artificielle parce qu'on considérait que ça concerne encore, c'est dans l'innovation, certes, mais ça devrait quand même concerner peu de monde pour le moment. Donc peut-être pour la suite, en effet, parce que c'est vrai que ça fait partie du phénomène du développement de l'offre et on sait que l'offre est un élément quand même une contrainte importante. C'est-à-dire l'accès à l'offre est une contrainte importante. On a quand même posé plusieurs types de questions. Au-delà, en effet, qu'est-ce qu'ils consomment, quelle famille de produits ils consomment, fruits, légumes, différents produits, de différentes sources de protéines animales ou végétales. On leur a posé aussi la question par quoi ils remplacent les protéines animales, en effet, avec cette liste fermée. Des propositions qui pourraient bien sûr être complétées. Voilà. Et là, ici, vous avez les résultats sur le flexitarien et les régimes sans viande. On leur a aussi posé la question, même si c'est difficile en fait de parler de toutes les listes. On voulait avoir quand même sur ces nouveaux produits végétariens végétaux et on leur a posé la question sur ces nouveaux produits végétariens végétaux, quelle est l'image. Donc, il y a quand même des éléments dans l'étude sur l'offre. Après, sur le détail au-delà de ça, malheureusement, je pense qu'il vaut mieux. C'est pas c'est une approche ici un peu plus sociologique, un peu moins de consommateur. Parce on aurait pu faire une enquête sur la consommation ou sur le consommateur de ces produits, quelles que soient leurs étiquettes. Mais là, c'était pas cette approche-là. C'est peut-être via d'autres sources d'informations, comme les panels de distributeurs ou de consommateurs, que cette information sera à apprécier ou à évaluer. Pardon. OK, super. Alors, est-ce qu'on a, une autre question, est-ce qu'on a une idée de la répartition, des végétariens végans et des flexitariens entre les habitants des zones urbaines et des zones rurales? Parce qu'on a vu quand même au cours de ton exposé qu'il y avait pas mal de régimes qui étaient adoptés plutôt par les urbains, quoi, hein. Oui. Oui, en effet, ils sont vraiment les urbains. Et quand je dis les urbains, sont les urbains, c'est-à-dire les habitants des agglomérations de 100 000 habitants ou plus et de l'agglomération parisienne sont majoritaires parmi les flexitariens et les végétariens, véganes, pescetariens. Mais dans le rapport complet, vous aurez le détail, en effet, de la répartition selon la taille de l'agglomération déclarée. Oui. OK. Alors une autre question, mais je ne sais pas si on a les éléments de réponse, donc tu vas nous dire. Si les flexitariens ont peu tendance à consommer de nouveaux produits végétariens, pourquoi ceux-ci sont-ils autant présents dans les grandes enseignes? Alors ça dépend peut-être des grandes enseignes, mais je ne sais pas si on peut répondre en fait. Je ne pense pas que l'enquête couvre, ce chapitre. Je ne sais pas si je devrais me prononcer là-dessus parce que là, on devrait avoir une approche relativement neutre à ces sujets. Moi, de mon point de vue personnel, de ce que je vois dans cette enquête, et c'est là-dessus, d'ailleurs, c'était l'essence de mon commentaire ici,
Il y a l'offre qui se développe clairement parce que le phénomène est de plus en plus visible. Après, en effet, il faut… moi, ce que je comprends bien, c'est cette offre-là, elle vise non seulement la cible végétarienne, mais aussi la cible flexitarienne. C'est-à-dire ceux qui essayent de remplacer la portion de viande ou de poisson qu'ils ont enlevé de leur assiette. Mais du coup, moi, c'est la question que du coup, c'est une offre qui se développe pour cette cible-là, certainement, parce qu'en effet, c'est une cible qui, quand on regarde large, en effet, elle a entre 24 ici et 32% de la population. Parce que là, j'ajoute par exemple ceux qui ne veulent pas se nommer flexitariens, mais qui limitent leur consommation quand même. Donc, ça représente quand même une partie importante de la population. Et en termes de volume, ça peut représenter en effet un phénomène important de consommation de viande. Par contre, voilà, la question est, est-ce que cette cible-là, elle est intéressée par remplacer systématiquement l'apport protéique issu de la viande ou de la poisson par un autre apport protéique. Ça, c'est seulement eux qui peuvent répondre. Ok. Et là, en tout cas, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément leur cas. Voilà, pas systématique en tout cas. Une autre question là, qui vient d'être posée. Avez-vous des éléments pour évaluer si les non-consommateurs de viande qui invoquent des raisons environnementales ont effectivement des comportements au quotidien les moins impactants sur l'environnement? Alors, je ne sais pas si l'étude permet de répondre à ce type de questions, je ne le pense pas, mais tu vas nous dire. Non, elle ne peut pas, bien sûr, non, parce qu'il s'agit d'une enquête par sondage. Donc, on a uniquement ce que les gens nous ont déclaré de faire et non pas ce qu'ils font réellement. Voilà. Et juste pour revenir, parce qu'en effet, quand on a coupé, encore un autre élément que j'aimerais bien vous rappeler, quand même, sur le produit végétaux, une chose peut-être à avoir en tête concernant peut-être le marché ou la cible disponible chez les flexitariens, c'est-à-dire notamment les galettes végétales. On sait quand on regarde, par exemple, le profil clientèle, c'est plutôt les populations jeunes. En revanche, les flexitariens, vous l'avez vu, ils sont plutôt plus âgés que la moyenne. Et en effet, ces personnes-là, elles vont plutôt consommer, les seniors, ils vont plutôt consommer les produits un peu traditionnels et moins ces produits un peu innovants. On le voit tout simplement dans le panel de consommation. Donc, il y a peut-être aussi ces freins-là, c'est-à-dire un frein générationnel, des habitudes culinaires qui ne sont pas les mêmes, en fait, et que du coup, c'est peut-être par le remplacement générationnel aussi, peut-être que ces produits-là, ils vont être davantage plébiscités par les nouvelles générations de flexitariennes. Voilà. Ok. Alors, une autre question, alors peut-être sur les contraintes en fait liées au régime sans viande. Donc, on nous pose la question de savoir si ceux qui adoptent ces régimes utilisent des compléments alimentaires pour les vitamines B12, le fer et le zinc. Je ne sais pas si l'étude a abordé ce sujet précis, des compléments alimentaires éventuellement utilisés par ceux qui s'orientent sur des régimes végétariens. Justement, sur cette même slide, en effet, vous voyez, c'est un peu caché ici entre les deux. En fait, on les a insérés ici, les compléments alimentaires. Dans la liste de par quoi, on leur a demandé par quoi remplacez-vous les protéines animales. C'est peut-être pas l'endroit le mieux placé, mais voilà. Mais en tout cas, ici, spontanément comme ça, il y a 16% seulement de personnes qui se déclarent en régime sans viande qui me disent de prendre des compléments alimentaires. Ok. Après, attention, en effet, si on sait aussi que tous les végétariens ou pescétariens n'ont pas besoin de prendre de la vitamine B12. C'est surtout le cas des végans. Mais ceux-là, ils sont très peu nombreux dans l'échantillon. Ok. Alors, je suis en train de reboucler un peu toutes les questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être qu'il y a des interrogations qui sont restées sans réponse parce que finalement, ça mériterait des études complémentaires et un suivi dans le temps. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Voilà, je regarde, hein, si j'ai pas oublié d'autres, questions. Hem, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde dans les dernières. Il y en a d'autres qui sont ah oui, «Je suis gênée de voir que les pommes de terre sont vues comme source de protéines». Ah, dans les aliments qui sont effectivement de substitution, quoi. Mmh. Non, mais oui, vous avez tout à fait raison. Par contre, nous, on avait vu en effet, dans l'enquête précédente, on les a un peu repris comme ça. C'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire, mais on a voulu les reprendre parce que dans une enquête précédente, on avait posé aussi, même si la formulation n'était peut-être pas tout à fait la même de la question. Et en fait, on avait vu qu'il y en a beaucoup qui déclarent les pommes de terre, même je crois spontanément, justement, la pomme de terre, même si on est bien d'accord, ce n'est pas une source de protéines. OK. Une demande sur le pourcentage de personnes qui réduisent la viande par contrainte financière, tu l'as évoqué, mais donc c'est juste un Ouais. petit rappel, donc les contraints financièrement, en fait, hein, c'est ça? Oui, alors, encore une fois, dans le rapport, là, je n'ai pas un chiffre en tête, où vous aurez la part sur la population française qui va cocher, qui aura coché pardon, ça c'est les difficultés. Ici, moi, ce que j'ai ici uniquement dans l'immédiat, c'est la part des flexitariens, et encore une fois, c'est pas le bon. Si c'est ici, c'est 53% des flexitariens non étiquetés, c'est-à-dire donc 4% ici de la population, puisque c'est 1 sur 2 et ils sont 8% de la population. Et il y a encore, en effet, 40% de flexitariens qui l'indiquent encore aussi. Voilà. Donc, au final, ça peut donner une part assez importante dans la population. Ça Voilà. fait 13-14%. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, on l'avait vu déjà dans l'enquête précédente, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on avait décidé de ne pas centrer l'enquête que sur ceux qui vont se déclarer flexitariens et végétariens, pescetariens et végans, et qu'on s'interroge à ces cibles-là qui limitent aussi la consommation de viande pour d'autres raisons, sans adhérer à des mouvances ou à des étiquettes, en fait, parce qu'on avait vu, y compris dans l'étude précédente, que la part des personnes qui limitent leur consommation de viande, mais en dehors de ces phénomènes, en dehors de ces mouvances flexitariennes ou végétariennes, est très importante en France. OK. Alors une dernière question là qui est arrivée, sur l'espace questions-réponses. Est-ce que vous avez pu mesurer à travers cette étude des omnivores, déceler des omnivores qui augmenteraient, leur consommation de viande? Donc à l'inverse, en fait, de ceux qui réduisent. Est-ce qu'il y a ce phénomène qui apparemment semble, apparaître sur les réseaux sociaux de gens qui augmenteraient leur consommation de viande pour des raisons de santé, notamment syndrome métabolique, gluten et cetera. Voilà, et en désaccord avec, en fait, la mouvance, plutôt générale à la réduction, de la viande, quoi. Mmh. Alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire on peut avoir un chiffre sur les personnes qui augmentent leur consommation de viande, puisqu'on leur a posé la question limite, mange autant qu'avant, plus qu'avant, donc on pourrait retrouver le pourcentage. Par contre, je ne saurais pas dire qu'ils le font pour les raisons que tu viens d'évoquer, Virginie, parce qu'on ne leur a pas interrogé pourquoi ils l'ont fait. Là, c'est vrai que voilà, ça suscite beaucoup de questions, mais j'ai l'impression que ça suscite un peu une enquête encore plus riche, je pense, dans laquelle on poserait des questions à beaucoup de cas de figure, en fait, finalement, qui pourraient se poser. Alors que déjà, on a essayé de voir non seulement pourquoi les gens adoptent le régime, pourquoi ils n'adoptent plus ou pourquoi ils n'adoptent pas du tout. Hein. Donc, je pense qu'on est allé déjà assez loin dans les questions qu'on peut poser aux gens dans une enquête par sondage, en fait. OK. Voilà. Est-ce que, je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. J'espère qu'on a répondu à peu près à l'ensemble des questions. J'ai parfois regroupé certaines, hein, donc
Et encore une fois, je pense qu'il faudra, renouveler ce type d'enquête, au fil du temps pour avoir plus de réponses, aux interrogations et surtout aux évolutions, quoi, hein. Voilà, il me semble qu'on a fait à peu près le tour, mais il est déjà 16h11. On a dépassé le timing, en fait, du webinaire. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, soit de ton côté, Gazina ou Patrick? Non, moi non, j'aimerais juste remercier pour toutes les Ouais, moi questions et aussi. pour, voilà, et pour l'attention. Et voilà. Moi aussi, c'est exactement la même chose. Merci de votre attention et de votre participation. Bah, merci à tous Mais surtout. toutes les informations seront disponibles sur le site de France Agrimaire, comme l'a annoncé Virginie et Grazina. Voilà, donc vous retrouverez la totalité des informations, même plus précises que ce qui a été présenté ici. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je peux dire, c'est que si on a oublié certaines questions, parce qu'il y en avait beaucoup, bah, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, je vous orienterai sur nos spécialistes. Voilà, si on peut compléter votre information, il n'y a aucun problème. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi, je suis Virginie Nicolet, je travaille au service communication de France Agrimaire. Et donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur virginie.nicolet@franceagrimaire.fr et j'orienterai éventuellement les questions qui sont restées sans réponse sur nos spécialistes, qui nous ont fait quand même voilà, grand plaisir à présenter cette étude très riche. Et je comprends que c'est allé un peu vite parfois sur certaines diapositives. Voilà. Mais bon, comme l'a dit Patrick, on va tout mettre en ligne. Alors peut-être pas le diaporama, mais en revanche, vous avez une synthèse qui est rédigée, qui reprend en fait l'ensemble de ce qui vous a été détaillé à l'oral, en 10 pages, 11 pages, donc c'est quand même très rapide à lire, hein. Après l'étude, je ne sais pas combien elle fait de pages, Grazina, c'est beaucoup plus lourd, mais en tout cas, ceux qui veulent 150 pages de rapport, oui. voilà, 150 pages de rapport que ceux qui vraiment s'intéressent au sujet pourront, vraiment consulter en détail, et donc bah, c'est prévu qu'on mette en ligne, ces documents, tout de suite après le webinaire. Donc voilà, et encore une fois, merci à tous pour votre participation. Je suis ravie du nombre de questions qui quand même démontrent, beaucoup l'intérêt, du sujet pour l'ensemble des professionnels et du grand public, hein. Voilà. Merci Patrick, merci Grazina pour ces exposés vraiment très intéressants. Et donc je propose, bah, là je vois que ça c'est un petit peu il y a un petit peu moins de spectateurs, on est 70-71. Voilà, je pense qu'on va mettre fin au webinaire si vous en êtes tous d'accord, et merci à tous. Merci. À très bientôt Au et je revoir, merci beaucoup et merci à tous. Au merci, revoir. Au revoir. merci à tous.